Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la sortie du dimanche. Et aujourd'hui au programme un gros débrief de Milan-San Remo parce qu'on a vécu une édition de la Primavera assez sympathique. Ensuite on fera un petit point sur les courses françaises du week-end et puis une grosse présentation du Tour de la Catalogne qui débute demain. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai Sébastien. Salut Seb. Salut Charles, bonsoir à tout le monde. Et Théo. Salut Théo. Salut Charles, bonsoir tout le monde. Alors bonsoir à tous sur le chat, je vois Stradri, Salette, Cofidis et Balducior. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. J'en profite aussi parce que je vois qu'il y a Balducior est abonné avec Amazon Prime. Je sais qu'il faut renouveler tous les mois, donc si vous n'êtes pas à jour, n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous. Et pensez-y, ça nous file toujours un petit coup de pouce. Alors messieurs, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et tiens Théo, pourquoi pas. Avant de te parler du final de Milan-San Remo, j'aurais voulu savoir si tu as aimé cette édition, toi, 2022. Alors, oui, je pense que comme tout le monde, j'ai aimé cette édition. Perso, de mon expérience de suiveur, ça fait 10 ans que je suis le vélo. C'est l'édition de Milan-San Remo la plus dure ou la plus sélective que j'ai jamais vue. Je me souviens qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup de la manie et de l'intérêt de la manie pour Milan-San Remo, qui rajoutait une difficulté, qui émoussait les sprinters. On se rend compte que même sans la manie, le parcours, si on a une équipe de grimpeurs qui décide de tout faire péter, ça peut... Le parcours est assez sélectif et la longueur fait que les dernières bosses sont assez dures pour que tout éclate. Et après, moi j'ai toujours aimé Milan-San Remo en fait, même quand il n'y avait pas de sélection, ça rajoute de l'excitation. Ceci dit, ce que j'aime bien dans Milan-San Remo aussi, c'est de devoir scruter le peloton qui est encore assez imposant à l'amorce du Poggio et d'essayer de voir si mon coureur favori est bien placé. Ça disparaît un peu avec ce nouveau scénario de course. Alors, c'est bien parce que c'est nouveau. Ceci étant, je trouverais ça un peu triste que ça arrive tous les ans. Et je pense qu'on se lasserait assez vite si ça arrivait tous les ans. Ouais, alors on va parler après un peu du scénario, parce que c'est vrai que ce que tu évoques, Théo, c'est intéressant, et en termes de stratégie, je pense qu'il y a des choses à discuter. Seb, tu as un peu plus d'expérience que Théo. Est-ce que c'est aussi une des plus belles éditions de San Remo que tu as eu souvenir de voir? C'est une belle édition. Après, la plus belle, il y a eu des San Remo où c'était vraiment compliqué dans les années, je ne sais plus quelle année, mais je me demande si c'est pas l'année où Schiolek l'emporte en 2013 ou quelque chose C'est comme ça. 2013, c'est ça, il faisait extrêmement Ouais, froid. ouais, ouais, voilà, où je me rappelle de Nibali qui avait abandonné, ce qui est rarement le cas sur les courses, par exemple. Enfin, il avait fait très très froid, la course avait été arrêtée à plusieurs reprises, ça avait été assez dantesque. Donc on n'avait pas ces conditions-là, entre guillemets, heureusement. Après, oui, c'était intéressant à partir d'un certain moment, c'est-à-dire quand on est arrivé à la Cipressa, comme souvent, où là, ça a été une longue procession quand même, comme un peu d'habitude. Et puis, par contre, c'est vrai que ça a été très sélectif, surtout sur la Cipressa, qui a bien écrémé, alors que d'habitude, c'était pas comme ça. Donc, on va après en parler plus dans le détail, mais une belle édition, mais pour moi, peut-être pas la plus belle par rapport aux conditions climatiques où l'année 2013, ça avait été vraiment assez dantesque. Mais bon, après, Milan-San Remo, c'est pas la course que je préfère parce que même si c'est une course d'endurance, etc., que c'est en Italie, que c'est chouette, voilà. Moi, je préfère les courses pavées comme beaucoup, mais c'était quand même une belle édition.
Mais est-ce que Théo, pour finir sur ce scénario de course et sur Milan-San Remo de manière générale, on peut pas dire que Milan-San Remo, c'est la course la plus ennuyeuse du monde pendant allez, 90% de son parcours et peut-être la plus intense au final dans ces derniers kilomètres? Bah oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut vraiment comprendre Milan-San Remo et l'excitation de Milan-San Remo que si on s'est ennuyé pendant au moins 80 km. C'était pas le cas cette année. Et j'avoue que j'ai été un petit peu moins pris par la finale que les autres fois parce que oui, quand t'as attendu pendant 2h30, 3 heures devant ta télé où tout ce que tu peux faire, c'est essayer de déchiffrer des numéros de dossard et où il se passe rien, forcément le final est beaucoup plus intense, quoi. Enfin, Ouais, alors et des justement, préliminaires intéressants. ouais, on parlait de ce final et de ses préliminaires. Je voudrais parler un peu stratégie avec toi, Théo. Est-ce que Tadej Pogacar et UAE Team Emirates, ils n'ont pas fait une erreur de débutant en montant très très fort la Cipressa? Parce que tu l'as dit, c'est aussi. On est arrivé au pied du Poggio avec environ un groupe de 30 coureurs et on a vu que finalement c'est pas monté si vite que ça a été dur de faire des différences parce que c'était les cadors dans les roues et non plus les équipiers. C'est vrai que d'habitude dans le Poggio on a l'habitude de voir des trous, faut boucher, faut se replacer et là au final bah, tout le monde était bien positionné au pied de la montée finale et ça a été très très dur de faire la diff. On l'a vu, Pogacar a essayé à plusieurs reprises mais il a toujours eu quelqu'un sur le porte-bagages. Alors une erreur, oui et non. Du point de vue de la stratégie globale au départ, je pense que c'était pour eux, c'était une bonne chose de mettre un gros train dans la Cipressa. Peut-être aussi pour émousser les pure punchers, parce que Pogacar, à part sur l'Estrade Bianche et encore, on l'a jamais vu éclater tout le monde dans un effort de pure puncher. Euh, je pense que là où ils se sont plantés, c'est dans le timing des attaques en fait. Il a attaqué 4 fois. Quelqu'un a dit sur le forum que c'était autant qu'Alaphilippe dans toute sa carrière sur Milan-San Remo. Parce que c'est vrai, Alaphilippe, généralement, il attaque qu'une fois, mais quand il attaque, c'est la bonne. Je crois qu'il a attaqué 20 de face, ça a tout de suite suivi. Il était un peu émoussé et après les autres ont pu suivre. Aussi, faut peut-être pas trop généraliser et ça a pas marché parce qu'il y avait Van Aert. Son plan, c'était suivre Pogacar, ce qu'il a un peu annihilé. Et on a vu que bah, ça a quand même failli le faire pour une attaque qui part en haut du Poggio avec Kragh Andersen qui était vraiment super fort et qui, avec un Van Der Poel qui se regarde un peu avec Van Aert, qui pouvait partir à deux avec Pogacar, quoi. Alors, je pense que Pogacar, il peut avoir des regrets parce qu'il a mal joué le coup, on va dire micro-tactiquement sur le Poggio, mais globalement, s'il doit gagner une édition, il gagnera une édition de ce style-là et je pense qu'il retentera le coup dans les années à venir, quoi. Ouais, Seb, ton avis, du coup, est-ce qu'on aurait dû se concentrer à 100% pour le Poggio ou est-ce qu'effectivement, comme le dit Théo, fallait quand même durcir dur dans la Cipressa, mais plutôt faire une seule attaque et au bon moment sur le Poggio? Alors moi, je pensais, enfin, j'étais pas surpris par le fait qu'il fasse bouger son équipe et la faire travailler dès la Cipressa. Après, le problème qu'il a eu, c'est qu'il s'est retrouvé en effet esselé. Et là où il a peut-être fait une erreur, en effet, ouais, on peut comparer à la Philippe. Il était quand même costaud, hein, vraiment. Pogacar, c'était l'un des plus forts avec Van Der Poel, avec Turgis aussi, qui m'a quand même bien impressionné. Mais où j'étais surpris, c'est sa première attaque. Le Poggio, on sait que c'est aussi par palier et que il a attaqué pratiquement dès le pied. Alors bon, il n'avait peut-être pas d'autre choix parce que son équipe, il n'y avait plus personne et puis qu'il y avait un train qui avait été mené par la porte, mais qui était pas, enfin, il était fort ce train, mais il n'était pas non plus monumental. Et peut-être qu'il s'est dit bon, c'est le moment. Et puis si j'attaque trop tard dans le Poggio, ça va être compliqué, ça sera trop tard. Sauf que là, je pense que, je sais pas si c'est un péché d'orgueil, mais c'est vrai que je crois qu'il a attaqué dans une partie où, enfin, en tout cas, c'était pas la partie la plus pentue, puisque la partie la plus pentue, je crois que c'est là où Craig Anderson a attaqué justement, et là où Alaphilippe avait attaqué, ou Nibali dans d'autres années. Et voilà, peut-être qu'en effet, il aurait dû se concentrer sur une grosse attaque plutôt que en faire. Je crois qu'il y en a eu 4 attaques. Ouais, ouais, je Alors crois. après. Moi, je vois aussi la concurrence parce que il y a des choses qu'on va, enfin, je l'évoquerai un peu plus tard, mais il y a des choses à redire aussi par rapport aux autres équipes et en tout cas, bah, il y a eu aussi la présence de Van Der Poel, ça a joué quoi. Donc il y a Van Aert forcément qui était là alors qu'Austrade Bianchi il n'était pas là et donc bah, il a réagi à chaque fois et d'ailleurs il s'est cramé, il l'a dit lui-même en suivant Pogacar, mais ça a annihilé les attaques de Pogacar. Et puis bah il y a d'autres fois où c'est Roglic et puis où c'est Van Der Poel et la présence de Van Der Poel, bah, ça n'a pas non plus aidé forcément Pogacar qui à chaque fois qui partait, il y avait quelqu'un qui revenait vers lui. Donc tous ces éléments-là, un, le fait de la concurrence, plus le fait d'être parti de bonne heure,
d'avoir une équipe qui était quand même costaud, mais qui était décimée quand on est arrivé au Poggio. Plus peut-être un autre facteur, je pense pas que ça a joué celui-ci parce que il était quand même vraiment très fort, mais il a quand même eu des petits pépins de santé en début de semaine où il a eu un rhume. Alors bon, on n'a pas l'impression que ça a joué beaucoup parce que moi je pensais que je l'avais entendu la veille dans une interview, il avait le nez qui était quand même encore un peu pris. Mais j'ai pas l'impression que ça a joué, mais il y avait aussi ça, peut-être qu'il manquait quelques pourcentages aussi, même si ses attaques étaient quand même pourtant assez fortes et comme à son habitude. Mais voilà, peut-être il n'a pas pu réussir dans son entreprise. Ouais, alors on va continuer à faire défiler le scénario, Théo, et puis après on va revenir sur les individualités, notamment Van Der Poel et Van Aert, comme l'évoquait Sébastien. On a ce moment, tu en as parlé, cette attaque de Kraf Andersen au bon moment, hein, je pense, je suis d'accord avec vous. Et ensuite, on voit un vrai beau mouvement de course, Mohoric qui remonte, qui se fait vraiment la peau pour être le mieux placé possible. Et là, on comprend direct qu'il va embrayer dans la descente en se plaçant directement en tête après le sommet, et il prend des risques fous furieux. On a parlé de cette histoire de tige de sel, mais je pense qu'on sera d'accord tous les trois, et vous aussi sur le live. Ce qui fait gagner Milan-San Remo à Mohoric et les risques qu'il prend. Et je crois que c'est Patrick Chassé qui a fait des copies d'écran sur Twitter. Il y a 3 ou 4 fois où il a failli aller dans le fossé. Enfin, pas dans le fossé parce qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, aller dans le décor. Oui, oui. D'ailleurs, on voit que Pogacar est dans la roue de Mohoric. Van Aert a une occasion de prendre sa roue, personne ne le fait, parce que je pense que tout le monde a peur. Mohoric a la réputation d'être le meilleur descendeur du peloton, mais on sait que il est très bon techniquement, et aussi il met le cerveau. Je sais pas où il le met, mais il débranche tout, quoi. Ouais, Fricadel nous dit qu'il n'y a plus aucun cap qui se touche là-haut au moment où il descend. Je pense Oui, voilà, que c'est à peu près ça exactement. l'idée, quoi. C'est Félix Pouilly qui faisait une blague, il a dit que en haut du Poggio, Mohoric il s'est dit bon, soit je gagne, soit je termine à l'hôpital. Et clairement, c'était ça. Pour revenir sur l'histoire de tige télescopique, c'est sûr que ça a dû l'aider. Vraiment, enfin, si vous avez fait du vélo, je pense que tout le monde a fait l'expérience. Quand on abaisse son centre de gravité dans une descente, ben, ça aide à se sentir, enfin, ça aide à aller plus vite. Par contre, le souci, c'est que quand on le fait sur le haut du tube horizontal, c'est pas très agréable, c'est pas très confortable, et surtout maintenant c'est interdit. Avec une tige télescopique, on peut faire les deux. Mais oui, honnêtement, tu mets la tige télescopique à tous les autres coureurs, personne ne le suit. Enfin, il a failli s'éclater dans le décor plusieurs fois. Je vois Ben qui dit que les tiges télescopiques devraient être interdites. Juste petit point là-dessus, elles sont autorisées en fait par le CI depuis 2014. C'est pas, honnêtement, pour suivre un peu le côté matos et tout, c'est pas dangereux en soi. C'est utilisé par tout le monde en VTT. Ça permet de descendre à la même vitesse, de manière plus sécurisée en fait. Par contre, le problème c'est que Mohoric, lui, c'est un taré. Oui, c'est ça, Même le sans problème, tige à la base. télescopique, je pense qu'il fait la même descente, il gagne peut-être un peu moins de temps, mais il prend les mêmes risques, quoi. On l'a vu sur le Giro l'an dernier, il s'est pris une énorme boîte, ça l'a pas calmé. On pourrait même discuter de à quel point c'est moral ou pas de gagner de cette manière. Tout le monde n'est pas prêt à prendre les mêmes risques. Après, c'est du sport de haut niveau et le risque est récompensé, le risque paye. Mais moi, j'avoue que j'ai quand même ressenti un petit malaise après en revoyant les images. C'est que du vélo, quoi. Il a failli se prendre des murets avec des arêtes saillantes à 50 km/h, quoi. Il était vraiment à 2 cm. Ouais, ton avis, Seb, sur la descente de Matej Mohoric? Pratiquement tout a été dit. Après, en effet, je pense que de toute façon, c'est le meilleur descendeur. C'est lui qui atteint des vitesses, il dépasse souvent les 100 km/h. On a vu la moto là, à un moment donné où c'était quand même limite aussi, parce que, mais il a toujours été, il prend toujours des courbes qui sont avec une inclinaison qui est quand même assez folle. Et c'est comme ça qu'il gagne du temps et qu'il y a une cassure. Après, si je me fie à ce qu'a dit Pogacar après la course, dans sa déclaration, Pogacar, il a discuté forcément avec Mohoric puisqu'ils s'entendent très bien et puis qu'ils sont de la même nationalité. Et avant le départ, Mohoric lui aurait dit n'essaie pas de me suivre dans la descente du Poggio. Donc voilà, donc il était déterminé. C'est pas la première fois qu'il fait une descente folle à Milan-San Remo, hein. Il y a une autre année où il a toujours été présent sur cette course-là en général et il a toujours été devant. Et puis il y a une année où il était pas loin de pouvoir partir aussi. C'est vrai, ouais. Alors on va se focaliser sur les autres coureurs. Pogadin, Ah oui, pardon, je t'avais au stade des perdu, Bianchi. Seb, à un moment. De quoi? Je t'avais perdu à un moment. Pardon. Ouais, je disais, enfin, forcément, comme il pousse à la limite, il a souvent des chutes. Et tout à l'heure, Théo parlait de Giro,
c'était je crois que c'était sur une route glissante ce jour-là, il flottait. Mais c'est pareil, mais oui, ça lui arrive de tomber forcément parce il a une dose de risque qui est supérieure à la normale. Et je pense que bah, Pogacar, quand il a vu Mohoric partir comme ça, Pogacar, bah, il est plus frileux et puis il pense au Tour de France. Il ne veut pas hypothéquer toute une saison dans une descente. Et puis, bah, il y a d'autres éléments qui expliquent peut-être pourquoi non plus il n'a pas suivi, parce que c'est aussi un Slovène. Et puis dans la roue, il y avait, on ira dans l'état tout à l'heure, mais il était avec Van Aert et puis avec Van Der Poel. Mais en tout cas, oui, il est impressionnant, Mohoric, dans les descentes. Et il n'y a pas Camille Soremo qui le fait. L'année dernière, à la Classica San Sébastien, il fait une descente aussi. Assez forte. À Liège-Bastogne-Liège aussi, souvent il a fait des remontées en faisant des descentes là où, enfin c'est une descente qui est compliquée, celle de la Roche au Faucon où Fuglsang avait failli tomber, bah, lui c'est pareil, c'est une descente qui est très technique et forcément bah, il se régale et en tout cas il prend tous les risques dans ces descentes là, oui, c'est sa force. Oui, puis c'est vrai que c'est une forme d'art, entre guillemets, parce que enfin, pour moi, et Baldussier le dit aussi un peu, c'est vrai que le risque fait partie du jeu, il a des capacités phénoménales en descente, et je vois pas pourquoi il les mettrait pas à profit. S'il veut jouer avec la limite, après tout, c'est son choix. Enfin, c'est un grand garçon, et on peut pas le forcer à descendre comme les autres, ça serait pas normal. Mais bref, pour passer à la suite, bah, Théo, à un moment... Moi, j'ai cru qu'Anthony Turgis allait gagner Milan-San Remo. Enfin, le pauvre Moritz, ça n'aurait pas été de bol, mais il a un espèce de saut de chaîne dans le final. Je ne sais pas si vous avez vu, et j'ai cru Ouais. qu'il allait devoir ralentir vraiment à fond, et finalement non. Et pour le pauvre Anthony Turgis, ça a fini par une seconde place. Seconde place un peu mitigée, parce qu'on a vu dans les déclats, il dit d'un côté, c'est top, hein, c'est un podium sur un monument, mais de l'autre, c'est vrai que j'étais pas loin de la gagne, quoi. Ouais, et Anthony Turgis, il est pas loin de la gagne. Enfin, alors, il a jamais été aussi proche de la gagne, mais il est vraiment dans le jeu sur toutes les classiques. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé sa, euh, sa réaction parce qu'on a souvent tendance un peu à voir la progression des coureurs de manière linéaire et à se dire, ah oui, là tu fais podium, donc ça veut dire que si tu continues un jour, bah, tu gagneras. Et là, il était dégoûté de pas gagner alors qu'il avait l'occasion. Et bah, c'est la bonne mentalité à avoir parce qu'en fait, on ne sait pas comment de quoi la suite sera fait. Et surtout, Peut-être. Milan-San Remo, c'est une classique un peu incertaine. Il y a des géants du peloton qui ne l'ont jamais gagné, quoi. Ouais, exactement. Et tu sais pas comment va aller la suite de ta carrière, tu sais pas comment va aller la suite de ta saison, et il faut gagner quand tu peux, quoi. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher, même si il est très costaud et qu'honnêtement, il fait peut-être partie des 10 meilleurs coureurs de classique du monde depuis un an. Il a pas la pancarte. Et dans le final, du coup, bah, il a pas roulé, mais les gens pouvaient pas lui reprocher parce que voilà, c'est pas un Van Aert, c'est pas un Van Der Poel. Et bon, il est pas comme Craig Anderson, qui est le seul mec du groupe de derrière à avoir collaboré. Et il est sorti au bon moment avec la bonne giclette, mais voilà, Mohoric avait pris 3 secondes, 4 secondes de trop dans la descente, quoi. Euh, il retentera, je le vois vraiment gagner une classique cette année, peut-être pas une grande classique, mais une classique World Tour. C'est vraiment un coureur qui a un profil intéressant parce qu'il a un très bon punch et il a une très bonne pointe de vitesse sur les sprints au long, ce qui lui permet aussi de faire ce genre d'effort au kilomètre, quoi. Et c'est un gars qui essaye d'être inventif. Je me rappelle, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur la panne, la première année où c'est World Tour, où il se retrouve dans un groupe de 6 avec Van Der Poel pour la victoire. Et il tente un sprint de 500 mètres parce qu'il sait que s'il ne surprend pas Van Der Poel, il n'a aucune chance de gagner. Bon, ça marche pas. Il termine deuxième. Je Quand crois même que bien tenté, c'était quoi. à travers les Flandres, je Ah crois. oui, c'était à travers les Flandres, Ouais, c'est effectivement. ce que Ouais. nous dit Stradri, ouais, en effet, sur le live. Et pour enchaîner, Seb, justement, je vais te donner la main. Je voulais parler avec toi de Van Der Poel, parce qu'on c'est vrai qu'on est, enfin, pas nous spécifiquement, mais il y a pas mal Juste de... un petit truc Ouais, là vas-y, sur, c'est vrai. sur Turgis. S'il y a pas Mohoric, alors c'est facile hein, de dire si, mais il avait attaqué au bon moment. Hmm. Parce que c'est souvent là sur le replat que ça se joue. Il y a des années, Chimil avait gagné comme ça, Cancellara et Stuyven l'année dernière. Il avait attaqué au bon moment. Le problème, c'est que bah, il y avait Mohoric devant. Et donc oui, il est costaud et on doit le revoir. Après, je ne sais pas si on en parlera, mais il a été un peu libéré, enfin, il a été un peu libéré aussi peut-être par la mésaventure De de Sagan, ouais. Sagan parce que c'est pas, ouais, peut-être que ça l'a libéré. Après, j'aimerais pas être à la place de Sagan quand même pour un champion comme lui de se dire bah il est très fort, Turgis, et il va falloir peut-être que, enfin moi Sagan, je vais devoir rouler
pour Turgis pour toute la campagne des classiques pavés. Bon, voilà, pour la petite aparté, mais en tout cas, oui, Turgis, c'est prometteur. Ouais, ouais, c'est vrai que Alors lui. après, tu voulais parler de Van Der Poel, oui. Ouais, parce que c'est vrai que ça, bah, il y a pas mal de gens qui sont souvent dans la culture de l'instant et bon, pas mal de gens qui ont mis aussi un peu aux oubliettes Mathieu Van Der Poel. Et là, grosse surprise vendredi. Vendredi matin, on commence déjà à avoir quelques rumeurs dans ce sens. Mathieu Van Der Poel qui devait reprendre à la copie Bartali au départ de Milan-San Remo. Alors le premier réflexe, ça a été quand même plus ou moins de se dire, ça fait 6 mois qu'il n'a pas couru quasiment, parce que je crois que sa dernière épreuve, c'était Paris-Roubaix, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Ça va être compliqué, surtout que ça a flingué très tôt. Vous l'avez très bien dit, les gars, dans la Cipressa. Et finalement, Van Der Poel, physiquement, il était haut niveau. Il va falloir compter sur lui pour la suite, quoi. Ah oui, oui. C'est rare. Enfin, moi, j'étais stupéfait, oui et non. Pourquoi? Enfin, stupéfait, oui, parce que pour un coureur, enfin, ça serait pas Van Der Poel, je veux dire, commencer sur Milan-San Remo, c'est quand même pas une course facile. C'est 300 km avec les kilomètres fictifs. Et on se dit, mais, ou alors il va être là pour pouvoir faire les kilomètres, etc. Mais c'est rare que quelqu'un commence une saison par une si grosse course et finisse sur un podium. Enfin, j'ai pas l'histoire sous les yeux ou des anciens exemples, mais en question après 5 6 mois d'arrêt, soit sur le podium. Après, bah, c'est Van Der Poel. Et en même temps, Van Der Poel, je me suis dit, moi, à un moment donné aussi, s'il s'inscrit à cette course-là, lui, il aime gagner. Enfin, tout le monde aime gagner, mais c'est un coureur quand même qui n'aime pas les accessis, encore moins que d'autres, et qui, pour le coup, qui doit quand même avoir une idée derrière la tête, et ça serait quand même bizarre qu'il fasse de la figuration. Et en effet, il n'a pas fait du tout de la figuration, et il était dans les plus costauds. Il a suivi, et il a joué. Enfin, sa présence a joué un rôle aussi, et ça sera peut-être le cas aussi sur les classiques pavés, où le problème que ça pose aussi, c'est que faut qu'il soit très fort, parce que sinon, bah, forcément, entre Van Aert, lui, d'autres, ça se regarde, ça se flique, et même s'il fait un bon résultat, bah, pour gagner, ça sera pas évident. Mais pour une première course, sensationnelle quand même d'être à ce niveau-là. Voilà, mais c'est Van Der Poel. Ouais, alors on va finir sur Milan-San Remo, Théo, parce que je vois que l'heure tourne. Je voulais te donner la main sur un coureur qu'on apprécie tous beaucoup, c'est Binyam Girmay, qui signe pas un top 10, mais qui était vraiment dans le coup toute la durée de la course, des débuts prometteurs sur Milan-San Remo pour le jeune Érythréen, Théo, qui prend vraiment date, hein. Ouais, Guilhermet, c'est un peu comme Sagan. On se dit que c'est le coureur parfait pour Milan-San Remo parce qu'il a un bon punch, il a une très bonne pointe de vitesse. On l'a vu aligner des beaux sprinters en ce début de saison. Là, sur une édition qui est pas facile, il s'accroche et il est là. Bon, il est encore un peu juste. Donc, il prend rendez-vous pour cette course. Ça sera toujours, je pense qu'il y aura toujours, il sera toujours parti, pas des favoris, mais peut-être des outsiders pour cette course. Mais elle est vraiment particulière celle-là. Et j'ai l'impression que c'est pas parce qu'on a le profil parfait pour la gagner qu'on la gagne. Guilhermet, il progresse d'année en année, mais je me demande s'il va pas atteindre une sorte de plafond de verre à un moment où bah, il va un peu rester, un peu comme un Michael Matthews, dans ce profil hybride et jamais arriver au top mondial. Alors, enfin, franchement, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est un peu une idée que je me fais. Il a fait un très bon début de saison. J'ai l'impression qu'il plafonne un peu. À voir pour le futur, mais c'est pas que je m'inquiète, mais je suis pas sûr que ce soit un futur ultra top mondial. Ton avis, Seb, sur Guilhermet ou sur d'autres choses que tu as peut-être saisies et qu'on n'a pas évoquées pendant ce Milan-San Remo? Enfin, j'ai une grosse coupure là. Je sais que vous parliez de Guilhermet, mais j'ai pas entendu ta question. Tu voulais que j'évoque quoi? Voir si tu Parce que j'ai avais une un coupure là avis où sur vous Guilhermet entendez ou d'autres choses, pardon, que tu avais signalé ou que tu avais vu pendant ce Non, Milan-San Remo. non, c'est un bon coureur. Après, le problème qu'il peut avoir, c'est que il n'a pas toujours sa place avec Christophe, parce qu'il y a Christophe, etc. Mais c'est un bon coureur, et c'est une course en effet qui est adaptée pour lui. Après, par rapport à la course, peut-être plutôt une question sur ce que vous avez pensé par rapport à la Jumbo, enfin, et puis surtout Roglic. Parce que je suis un peu surpris quand même. Enfin, je m'attendais qu'il soit quand même, enfin, qu'il donne plus un travail phénoménal pour Van Aert en contrepartie de ce qu'il a pu bénéficier au niveau de Paris-Nice. Et à un moment donné, enfin, il y a Pogacar qui attaque, il y a Van Aert qui le suit, et c'est même Roglic qui revient
sur Van Aert. Alors, c'était pas Van Aert qui avait attaqué, mais il revient sur lui avec Van Der Poel dans la roue. À un moment donné, au début, enfin, il y a des moments où il était mal placé, il n'était pas avec ses équipiers, alors qu'ils étaient tous devant, enfin, au moment de la Cipressa. Et puis au Poggio, ils étaient moins nombreux, mais il n'était pas directement dans la roue de Laporte et puis de Van Aert. Laporte a fait du bon travail. Mais Roglic, on aurait pu attendre un peu de la même manière que Laporte, qu'il puisse se donner un peu plus, surtout par le retour d'ascenseur avec le vécu de Paris-Nice. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais j'étais quand même intrigué par cette attitude de Roglic. Est-ce que c'était de la fatigue parce qu'il a fait, le Grand Prix de Denain? Est-ce que voilà, il est personnel et puis du coup, bah, il se donne moins qu'un Van Aert. Bah, pour répondre à ta question, puis après je vais donner la main à Théo sur Desmar, parce que je vois qu'il me dit sur le chat quand même qu'on n'a pas parlé d'Arnaud Vous Desmar, et c'est vrai m'entendez? ouais, Attends. c'est vrai qu'on va en toucher un mot. Bah, pour moi, Roglic, en fait, c'est un Vous m'aviez champion. écouté, non? C'était bon, il y avait un problème, non? Je sais pas. Ouais, non, non, Non? c'est bon, Non, non, ouais, c'est hein. bien, c'est bien. Pour Roglic, pour répondre à ta Ça coupe question, beaucoup. pour moi, il a les qualités et les défauts d'un champion. Les qualités, c'est-à-dire que bah, il est costaud et sur tous les terrains, etc. Mais il a aussi les défauts dans le sens où bah, je pense que Roglic, quand on est arrivé dans le Poggio à 30 coureurs au pied, il s'est dit, là, j'ai peut-être la possibilité de gagner un monument. Et je pense que l'ambition personnelle a Oui. pris à un moment le pas et qu'il s'est dit, bah ouais, Van Aert, il est sympa, c'est vrai qu'il m'a aidé sur Paris-Nice, mais si je peux aller claquer Milan-San Remo, je vais peut-être pas me gêner et je vais peut-être la jouer un petit peu perso. Je pense que c'est aussi le caractère de tous ces grands champions, comme je le disais, qui à un moment bah, se disent c'est moi avant les autres. Et c'est peut-être aussi ce qui fait d'ailleurs, et c'est même sûr, qu'ils vont gagner autant de courses et qu'ils ont autant de volonté et d'autres choses pour la mettre au fond. Et bah, Théo, à moins que tu aies quelque chose à dire sur Roglic, si tu as un avis différent peut-être sur la question, sinon je te lance sur Arnaud Démare et puis après on attaque sur les courses françaises du week-end. Juste dire que j'étais d'accord avec Sébastien sur Roglic. Il a vraiment pas joué son rôle de l'équipé dans le Podio et c'est étrange. Et pour revenir sur Desmar, quand même, peut-être que intrinsèquement c'est sa meilleure édition de Milan-San Remo. Il est dans un groupe de 30 au sommet de la Cipressa alors que ça a monté à fond. Il est dans le Poggio, il est vraiment pas loin d'être dans le groupe de Pogacar au sommet. Il a un peu été gêné par la chute de Cosnefroy. Dans la descente, il est aussi gêné par une chute. Il est derrière, il reste en carafe. Il sort quand même un très bon sprint pour terminer 10e. Depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il trouve pas vraiment l'ouverture au sprint, mais il a montré plusieurs fois qu'il avait les watts. Je pense qu'il a la bonne forme. Il était prévu à la fois sur les courses françaises le week-end prochain et sur les courses World Tour pavées. Et je pense qu'il tentera d'aller sur les courses pavées. Et même s'il ne score pas, il a un très bon niveau physique et il montre que il est présent, quoi. Ouais, il revient bien Arnaud Démare, parce que c'est vrai que ça avait été compliqué en tout début de saison, mais déjà sur Tirreno, le sprint face à Ewan avait montré que quand même il avait retrouvé un peu de conditions physiques, parce qu'il était vraiment très proche de la victoire, et c'est vrai que ce Milan-San Remo est très très encourageant, je trouve, pour la suite de la saison. Donc on va passer aux courses françaises du week-end, parce qu'il est déjà 19h30, et comme je le disais, l'heure tourne. Bah Théo, je vais te laisser la main, puis après on va enchaîner avec Seb sur Cholet Pays de Loire. On va aller vite, hein, parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 choses à dire. La classique Loire-Atlantique s'est déroulée hier. On a eu la chance de pouvoir la voir à la télé, Cholet Pays de Loire aussi d'ailleurs. Et bah, belle victoire d'Anthony Perez qui gagne au sprint. C'est assez rare pour être souligné. Il s'est imposé devant la jeune pépite britannique qu'on a retrouvée aussi aujourd'hui à l'avant, Lewis Husky et Mathis Louvel. Oui, c'est le parcours de la Foissière. C'est là où il y a eu les championnats de France gagnés par Warren Barguil en 2019. C'est toujours un sprint un peu bizarre parce que ça vient après une petite montée, c'est en cuvette et la position est importante. Je pense que Perez il a attendu son tour pour lancer. Il était premier au virage. Du coup, c'est ça qui le fait gagner. Il gagne pas avec une énorme marge. Aski semblait vraiment très fort et il l'a dit. Et quand on voit les images, ça semble plutôt réaliste. Je pense pas qu'il mente, qu'il n'avait pas compris qu'on était si proche de l'arrivée, et c'est pour ça qu'il lance son sprint un peu tard. Je pense qu'il avait la victoire dans les jambes, mais c'est pas que mon âme de fanboy de la Groupama qui parle. Et des coureurs intéressants à noter, Lapera qui confirme la petite perf qu'il avait fait sur le Tour avec sa bonne place sur une étape en échappée. Qu'on a aussi vu Lapera aujourd'hui sur Cholet avec Aski. Hugo Page qui montre que c'est un coureur avec une bonne pointe de vitesse qui a l'air de
bien sentir les coups, mais aussi voilà, pour revenir, on revient un peu à un plateau de Coupe de France un petit peu, pas maigrichon, mais un peu moins prestigieux, et on voit que pour les Conti, c'est un peu plus simple d'exister. Euh, surtout aujourd'hui, pas trop hier. Et j'aimerais bien noter un nom quand même qui a Ouais. fait 11e sur la classique Loire-Atlantique. C'est Alex Baudin, qui était un bon espoir français, dans l'équipe de Chambéry, qui est parti l'an dernier. Et qui a gagné une étape sur une 2.2 en Grèce et qui là montre que dans un peloton français, je crois qu'il est que Espoir 3, dans un peloton français, il tient le coup et donc pourquoi pas un bon petit coureur français en devenir. Ouais, alors Seb, on va parler de Cholet Pays de Loire et encore une fois, on a retrouvé Lewis Heskey et Paul Lapera à l'avant. À un moment, j'ai vraiment cru qu'ils allaient gagner et de manière assez incompréhensible parce que c'est des jeunes coureurs qui n'ont pour l'instant pas levé les bras au plus haut niveau. Ils se sont regardés dans le final, ils ont refusé de faire les efforts et finalement ils se sont fait bouffer par le peloton alors qu'ils avaient presque fait le plus dur, quoi. Ah, on a perdu Seb en route. Si tu veux, je Ouais, prends juste vas-y, le puis. relais vite fait. Oui, je pense que alors Aski, alors je reprends ce qu'a dit Aski, qui est sorti avec la Pera, il semblait vraiment plus fort que la Pera dans le final. Ouais, clairement, Il, il a une impression de puissance, je trouve, quand même, à ski aujourd'hui, hein. il a décidé de le garder dans la roue parce qu'il voulait terminer à deux, il avait confiance en son sprint. Et en fait, Lapera, je pense qu'il sentait qu'il était cramé. Il savait que derrière, il avait Venturini Saro. Et je pense que pour Lapera, c'était une très bonne idée de ne pas gagner, de pas collaborer. Parce qu'avec un peu de chance, est-ce qu'il emmène? Et sinon, le peloton revient et son équipe a encore une chance. Alors que pour la Groupama, il y avait Fabien Lienhardt, quoi. Donc, Aski aurait peut-être eu intérêt à attaquer dans le faux plat montant. Pour tenter de se débarrasser de la Pera et de finir SOG, je pense qu'il y avait les watts pour le faire. Et sinon, pour revenir sur le sprint, c'était un sprint Un peu vraiment bizarre, hein. décousu, où il n'y a pas vraiment de lanceur. Tout le monde sprint un peu dans son coin. Parmi les noms à noter, bien sûr, Marc Sarro qui regagne après, je sais pas, ça fait 3 ans qu'il n'a pas gagné, 2 ans et demi. Première victoire Emmanuel d'AG2R de la saison, d'ailleurs, je crois. ouais. Morin qui fait exister l'équipe Nantes Atlantique et aussi la place de Jason Tesson qui est mal placé et qui a réussi à se faufiler. Tesson qu'on va suivre un peu toute la saison, qui est peut-être le futur bon sprinter français quand les stars un petit peu qui commencent un peu à vieillir, Bouhanni démarre, voire Brian Cocard partiront quoi. Ouais, d'ailleurs, Seb, t'hésites pas à te relancer ou à te réinsérer dans la conversation si on retrouve ton. Ouais, Ah, j'avais des voilà. coupures, j'avais pas mal de coupures là depuis quelques minutes. Ouais. C'était Bah tiens, Seb, j'ai une question du coup. Après, oui, Est-ce que on retrouve pas, et on en parlait un peu en off, est-ce qu'un des enseignements du week-end là, français, c'est qu'on retrouve pas un vrai plateau Coupe de France d'avant Covid où tu as vraiment un top 10, enfin, je veux pas faire offense à qui que ce soit, donc je vais bien choisir mes mots, je vais pas dire faible, je vais dire léger, mais ouais, on retrouve vraiment ces plateaux de Coupe de France des années avant le coronavirus, quoi. Ah mince, ça a recoupé. Donc Théo, si tu veux répondre à. Oui, il suffit de regarder dans le top 10 aujourd'hui sur Cholet. Hop, 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 je regarde. Il y a 1, 2, 3. Ouais, je vous le mets en screen en même temps. Ouais, il y a 3 Conti et il y en a encore plus dans le top 20. On a parlé du team 1 Nantes-Atlantique. Il y a Saint-Michel. Il y a aussi Thomas Bouda pour Roubaix qui fait un top 10. Voilà, c'est en plus sur des parcours pas trop sélectifs. C'est typiquement quand tu es une équipe Conti, que tu as un gars qui va un peu vite, tu le laisses au chaud toute la journée. Si ça arrive au sprint, tu fais un top 15 quoi. Et ça change par exemple par rapport au plateau qu'on avait sur le week-end Drôme-Ardèche, c'est Ouais. limite un autre monde et un autre cyclisme. En même temps, tant mieux parce qu'il faut aussi de la place pour ces Conti pour exister. Et que si on avait toute la saison en plateau comme le plateau du début de saison, je pense que ce serait pas viable d'être une équipe continentale. Donc moi, ça me rassure. Et Ouais, ça me puis il y a une rassure. belle exposition médiatique, parce que c'est vrai que Théo, on l'a dit, les deux courses étaient télévisées sur Eurosport et sur les chaînes régionales de France 3. Donc pour des sponsors qui investissent dans ces équipes de troisième division, c'est aussi intéressant. Et ça montre qu'il y a un vrai créneau, parce que
autant chez les amateurs, et bon, après on sort un peu du débat, mais il n'y a vraiment aucune exposition médiatique à part quelques résultats chez nous et vraiment chez Direct Vélo qui fait un super boulot sur les lives. Mais médiatiquement, c'est peanuts. Mais là, par contre, ça peut être aussi intéressant de montrer à des sponsors qu'il y a une véritable exposition et une possibilité de résultat pour ceux qui voudraient accéder en troisième division. Je crois qu'il y a un projet toujours pour le team Proimo là, qui est sorti il y a quelques jours, donc ça pourrait peut-être encore inviter des équipes à franchir le pas. Oui, mais je savais pas pour le team Proimo. Mais j'ai vu ça Peut-être ce matin, je crois, donc c'est très très récent. on va avoir un souci avec trop d'équipes françaises professionnelles. Déjà que c'est pas vraiment la question, et peut-être qu'on abordera le week-end suivant. Au World Tour, on risque d'avoir énormément d'équipes françaises aussi. En tout cas, c'est parti pour. Mais voilà, tant mieux. Et si ça peut permettre à des coureurs étrangers aussi de passer pro en courant dans des équipes françaises, il y a beaucoup d'étrangers hein, dans le cyclisme amateur français. Il y Vous a des m'entendez? Français, des Oui. Estoniens. On vient de Ouais. t'entendre. Ouais, là, on t'entend. Ouais, on t'a retrouvé Seb. Bah Seb, on va passer au Tour de Catalogne du coup à ce moment-là. Si t'es là, si tu veux nous Juste lister. un petit truc Ouais, là-dessus, c'est vrai vas-y. que j'espère que ma connexion va être meilleure. Je sais pas si ça vient de moi, mais j'entendais. Ah ouais, ça doit venir Euh, de... Ouais, ça doit Ouais, je venir pense que ça vient de toi. de chez toi, je pense, mais c'est pas très grave. On va continuer, En puis tout cas, quand... c'est Ouais. sympa de. Alors, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais c'est sympa de voir ces courses-là. C'est sympa de voir ces courses-là en effet en France. Vous m'entendez? Ouais, Oui, ça coupe pas mal, mais... vous m'entendez? Ouais, ouais, ouais. Je disais, c'était sympa de voir ces courses-là, et puis en effet, ça donne de la place à toutes ces équipes de troisième division comme Saint-Michel, etc. Et en effet, il y a Tesson qui est quand même un super coureur qui avait gagné au Tour de Poitou-Charentes l'année dernière, je crois. Enfin, je me rappelle, j'avais vu une étape comme ça où il était vraiment très fort. Et j'espère qu'on pourra voir aussi cette année d'autres courses importantes, en général sur les chaînes régionales, comme par exemple le Tour Broléon. Souvent, on arrive Hmm. à le voir grâce à ce moyen-là, même si maintenant, peut-être qu'il le passe aussi sur Eurosport. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai c'est à signaler, il y a un très bel effort de fait des stations régionales de France 3. Mais c'est bien aussi d'avoir l'existence de ces courses-là, même si pour les avec des parcours qui sont pas très compliqués. Mm. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, demain, il y a le Tour de Normandie. Ça, c'est à signaler parce que ça reste la plus belle course du monde, de mon avis, tout à fait objectif en tant que Canet. D'ailleurs, j'irai demain au départ, donc j'essaierai de vous faire vivre un petit peu ce départ du Tour de Normandie. À part tes fêtes, Théo ou bah, Seb, si tu es toujours là, qu'on t'entend bien, le Tour de Catalogne, une petite présentation rapide des principaux coureurs à suivre. Bah, déjà, un tout petit mot sur le parcours. C'est un peu un Tour de Catalogne classique, comme Sébastien nous le disait. Cette année, il n'y a pas de chrono, mais il y a deux arrivées au sommet qui sont pas très sélectives. Si on a un peu vent de face, ça va finir avant. Hein. Et, euh, et toujours la traditionnelle étape de Barcelone qui est sympa avec la montée de Montjuic. Il n'y a pas les meilleurs coureurs du monde, mais il y a quand même pas un grand nombre de coureurs plutôt sympas à suivre, plutôt costauds en second rideau. Pour moi, le favori de la course, c'est Richie Porte, ouais, je me lance, qui vient avec une équipe C'est bien, Ineos Théo, tu auras une très augmentation. costaud. Parce que dans son équipe, il y aura Carapaz, Rodriguez, Luke Plapp notamment. Hein. Et je pense que Sivakov, Kwiatkowski et Castroviejo feront l'équipier. Et les principaux coureurs à part eux, ce sera Almeida, Egg. On aura O'Connor, je pense qu'il faut citer maintenant quand on Ouais, cite des carrément. favoris. Michael Woods qui était costaud sur une course espagnole en début de saison, Valverde qui est toujours là. Donc voilà, c'est quand même c'est du niveau World Tour, mais bon, il n'y aura pas le duo de Grand Camino. ouais, au Camino exactement, Grand Camino. Mais c'est vrai que c'est un peu fou cette course-là Woods parce avait que fait. tu te dis il y a un plateau phénoménal quasiment tous les ans. Bon, c'est un petit peu moins le cas cette année, mais c'est la course la moins épais de la saison au final, quoi. Elle arrive un peu à un moment bizarre en fait où il y a eu Paris-Nice, il y a eu Tirreno, tout le focus est un peu sur les classiques à venir. Et il y a de nouveau une course World Tour avec des scénarios un peu chiants. Euh, mais, euh, mais ça peut être aussi une course sympa. Par exemple, si on est un suiveur français, il y aura Guillaume Martin. Ouais. Qui, sans chrono, a peut-être une chance de faire un bon classement général. Si on s'intéresse à la lutte pour les meilleurs World Tour, on fait attention sur les qui sera en World Tour l'année prochaine. On pourra suivre la perf de Quintana par rapport à Michael Woods, par exemple. Euh,
Les jeunes aussi, les jeunes à Ouais. voir. Ouais, Tobias Johansen, hein, qui a fait une très bonne étoile de Exemple. Bessèges. Voilà, Johansen, Ayuso, Wilder, Rodriguez, tous ceux que, enfin certains on les a vus en bonne forme en début d'année et là on devrait les revoir, y compris Rodriguez chez Ineos que je vois pas mal, mais en effet Johansen, Ayuso il a de la place même s'il y a Almeida, donc ça va être intéressant de les voir. Ouais, Et aussi, carrément, même pour d'autres Lucas Flap, sprinters. hein, Théo l'a cité, c'est vrai que ça Ouais. va être intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la start list et sur le Il parcours y a un plateau de sprinters très ouvert. Le plus gros nom, c'est Bauhaus, Molano, Matthews. Et du coup, ce sera peut-être la première victoire de Caden Groves ou peut-être enfin une victoire pour Hugo Hofstetter. Mais je Euh, regrette de ne pas avoir Brian Cocard, moi, tu vois, Théo, plutôt que sur Milan-San Remo, sur une course comme ça où le plateau est un peu plus faible niveau sprinter, c'est dommage. C'était certainement pas compatible hein, avec son programme de course, mais pour aller claquer sa première victoire en World Tour, je trouve que ça aurait pu être une bonne occasion, tu vois. Après, il a eu un début de saison avec beaucoup de jours de course. Si tu fais encore 7 étapes, c'est peut-être un peu beaucoup, hein. C'est vrai. Ouais, c'était chargé son début de saison et puis on va le revoir quand même sur certaines classiques pavées je pense, donc puis on va pouvoir se ménager aussi. Après j'ai cru voir que des coureurs qui vont être en reprise aussi parce qu'ils ont eu des problèmes de santé comme O'Connor, tu en parlais, mais dans un autre registre totalement différent, il y a Colbrelli pour pouvoir récupérer un peu le retard pris par Paris-Nice et sa bronchite. Après, il faut voir un peu comment vont arriver tous ces coureurs-là, comment sont sortis certains coureurs de Paris-Nice, comme Quintana, ils étaient forts, mais il y en a plein qui sont sortis de Paris-Nice malades. Alors s'ils se présentent au Tour de Catalogne, c'est plutôt gage du fait qu'ils soient en forme, mais est-ce qu'il y en a qui ne sont pas sortis assez épuisés non plus de Paris-Nice? Il y avait Yates quand même, enfin à ma connaissance, Simon Yates, il est présent aussi et il est quand même, enfin il était quand même très fort à Paris-Nice. Donc À suivre en effet. Tiens, Théo, je pense à ça tout à coup, et puis on va peut-être finir là-dessus, et puis après on enchaînera avec les pronos rapidement. Est-ce qu'on peut donner des nouvelles de David Gaudu? Ah oui, Parce que ça me paraît David. intéressant. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé après Paris-Nice, du fait que la Groupama FDJ est un peu attendue avant de le faire arrêter, d'un problème de dos et potentiel, et le communiqué est tombé hier, donc je pense que ça peut être ouais, pertinent d'en toucher un mot là, si tu veux bien. Alors, ils annoncent 3 semaines sans compétition, euh, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Ils ont pas communiqué sur est-ce que c'était un arrêt total d'activité ou pas, si c'est 3 semaines d'arrêt sans vélo. Bon, bah, après la partie de saison est terminée. S'il fait juste une coupure de. Je crois qu'au minimum, il en fait une coupure de 5 jours. Parce que pour tout vous dire, j'étais censé courir avec, enfin, faire une sortie d'entraînement avec lui sur Zwift jeudi. Ce jeudi-là, et ils l'ont annulé parce que justement, il avait besoin de repos. Et sachant qu'il n'a pas couru dimanche, ça faisait au moins 5 jours. Euh, voilà, c'est un peu. Encore une fois, enfin, c'est pas comme s'ils avaient eu un exemple dans leur équipe d'un coureur qui a continué malgré des douleurs. Malgré des radios qui montraient que ben, ça avait l'air d'aller. Enfin, voilà, pourquoi ils l'ont pas retiré de Paris-Nice? C'est peut-être le coureur hein, qui est têtu, qui voulait absolument terminer Paris-Nice pour borner. Mais au bout d'un moment, la direction de l'équipe, elle doit prendre une décision. C'est toi, Charles, Dans sur le forum. l'intérêt du coureur, hein, d'ailleurs, même pas Ouais, dans pour l'intérêt l'embêter. du coureur, on en avait parlé, et c'est toi qui en avais parlé sur le forum. Roglic, il abandonne le Dauphiné en 2020 alors qu'il est leader parce qu'il y a un petit doute suite à sa chute pour son dos. Voilà, ça c'est du Ouais, puis on l'a vu professionnalisme. avec Van Der Poel, on l'a vu avec Pinot, il y a quand même des exemples qui nous amènent à penser que pour le dos, il faut vraiment prendre absolument aucun risque. Là, le communiqué de la FDJ, moi je le trouve assez flou. On parle d'au Ah, d'une moins 3 fracture, semaines, donc ça veut dire que et une fracture de quelque chose sur le coccyx, quoi, je sais plus. Non, bah, mais d'une vertèbre, donc après, ouais. Une fracture de l'apophyse, ils disent. ouais. Jointe Apophyse. osseuse derrière une vertèbre. Ouais. Ok. Du coup, j'ai lu moi qu'en fait, enfin, en effet, je pense que tu as raison. C'est pas de compétition, mais il va pouvoir quand même avoir des périodes d'entraînement. Donc pour le moment, j'ai l'impression que, enfin, ça va être peut-être adapté au fil des jours, mais pour le moment, sa participation autour du Pays Basque, elle n'est pas après à voir la suite, mais elle est pas terminée, hein. Enfin, en tout cas, Si il est c'est toujours ouais. prévu pour l'instant. Si c'est ça, c'est pas trop grave parce que je suis pas sûr qu'il ait prévu beaucoup de compètes d'ici le Pays Basque. Peut-être une course quelques jours Il avant, n'avait pas, histoire de se débloquer. il n'avait pas, je crois. Mais mais bon, à voir. De toute façon, je crois que le premier jour sur le Pays Basque, c'est un contre-la-montre. Je sais plus, hein, c'est de tête comme ça. On sera vite fixé sur sa forme, quoi, s'il y participe.
Oui, tout à C'est fait, un peu hein. rageant parce que le Pays Basque, c'est la course peut-être World Tour qui lui correspond le mieux, avec Ah des oui, bords oui. très dures et pas très longues. Donc voilà. Puis attention C'est à très pas rageant. reprendre trop tôt aussi, parce que c'est pareil, hein, aller au Pays Basque si c'est pour essayer de gagner et abîmer le dos, parce que je sais que pour le dos, ce qui est souvent problématique, c'est les chocs, hein. En vélo, bah, il y a forcément des chocs, surtout sur les routes, hein, du Pays Basque qui sont pas les meilleures du monde. Donc j'espère qu'on n'ira pas au Pays Basque pour aller au Pays Basque, comme on a fini Paris-Nice. Pour finir Paris-Nice, ça serait un petit peu dommage. Je reprends les Faut pas qu'il commentaires retombe, sur quoi. le. Ouais, faut pas qu'il retombe. Et puis, bah, c'est les chocs de manière générale, hein. Moi, je connais pas la nature de sa fracture, mais on sait que ben, ça va forcément pas améliorer sa situation de faire du vélo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est à l'arrêt complet. C'est qu'on ne veut pas prendre le risque de le mettre à l'entraînement, même sur des entraînements sur des routes tout à fait correctes, parce qu'il y a ce problème de fracture. Donc, si on prend la décision de ne pas du tout le mettre sur un vélo, mais au repos, c'est qu'il y a quand même une petite inquiétude. Donc à suivre pour enchaîner, ouais, Froome reprise à la copie Bartali, parce que Froome, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur un vélo. On espère sincèrement pour lui qu'il retrouvera au moins un niveau correct, parce que c'est jamais plaisant de voir un champion, qu'on l'aime ou pas, traîner sa misère comme ça et finir sa carrière un peu en eau de boudin. Messieurs, on terminé. Val d'Isère pour Gaudu, il est retiré du Tour du Pays Basque. Oui, moi je pense qu'il n'y sera pas, parce qu'au moins 3 semaines, de toute façon il y a 3 semaines entre le Paris-Nice et le Non, c'est Pays pas le Basque, cas, hein. mais à voir, ouais. À Je pense voir que l'évolution, mais c'est vrai que c'est pas très rassurant tout Ouais, je ça. pense qu'on Et dit puis, pas bah, lui, ouais, je pense qu'on dit pas au moins 3 semaines si on pense qu'il va faire le Pays Basque. Et je pense que même d'ailleurs, parce que moi j'avais, pour être complètement transparent, j'avais posé la question dans la semaine à la Groupama FDJ et avant le communiqué, on m'a dit justement qu'on allait communiquer. Et je pense que, sachant qu'il n'y avait pas de course au programme de Gaudu de prévu entre Paris-Nice et le Pays Basque, si Gaudu n'est pas blessé, on ne fait pas de communiqué de presse, parce que de toute façon, ça ne change rien. Personne ne sait s'il est à l'entraînement ou pas. Donc on fait profil bas, on voit comment ça se passe, et au pire, on communique un jour ou deux avant la course. Si là, on prend la peine d'écrire un communiqué médical, c'est qu'à mon avis, on sait qu'il y a un petit souci et que ça va être compliqué. Donc j'espère me tromper, mais je vois pas l'intérêt de faire un communiqué si on n'a pas de course au programme et qu'on pense que ça peut quand même le faire. Enfin, je vois pas trop le truc, mais on verra. En tout cas, encore une fois, j'espère me tromper. Messieurs, les pronos. Seb, on commence par toi. Petit podium du Tour de Catalogne. Ah mince, on a reperdu Seb. Théo, si tu veux bien. tout à Je vais faire. l'heure, j'en Ah, parlais. Non, non, vas-y, Sébastien. bon, je suis là. Ouais, Oui, vas-y. vas-y. Je suis là. Vous m'entendez? Ouais, ouais, Oui. ouais. Ouais, alors je partais sur Simon Yates, parce que j'en parlais tout à l'heure. Il était quand même assez impressionnant à Paris-Nice. Et puis, je vais pas mettre d'Ineos, même si ça peut paraître bizarre, mais je mettrais bien, on parlait de Woods. C'est quand même une course qui est aussi adaptée pour le punch, etc. Avec la dernière étape, et puis Valverde en 3. Et toi, Théo? J'avais envie de mettre un triplé Ineos pour faire un petit rappel de l'an dernier. Mais vu le profil des montées, qui je pense vont se jouer à la fin, limite plus au punch qu'aux qualités de grimpeur pur, je me dis que Richie Porte a une bonne chance. Porte devant Valverde et Almeida qui a semblé un peu monter en puissance sur Paris-Nice. Et ben moi, je vais donner Richard Carapaz, qui a pas de chance depuis le début de saison, et pourquoi pas inverser la tendance, devant un Joao Almeida aussi que je vois pas mal, et l'immorable Alejandro Valverde, encore une fois sur le podium d'une de ses courses fétiches. Et je vais aller lire sur le chat si je vois quelques pronos. Je vois Stradri qui nous dit Porte, Almeida et Valverde. On nous parle de Sergio Higuita aussi. Oui, c'est vrai que Sergio Higuita, ça peut être une possibilité sur ce type de parcours. Carapaz au mois de mars, optimiste. Ouais, c'est vrai que je suis optimiste. On verra bien. J'espère pour lui que ça va bien se passer, en tout cas pour Carapaz, parce qu'il n'a pas eu de bol depuis le début de la saison. Et comme je l'ai Rivals Manager, en plus, ça serait une bonne idée qui puisse se bouger. Je veux pas porter la porte à Poisse, et non, la Poisse à Porte plutôt, oui, effectivement, même si Richie Porte, ça peut être une course qui lui convient, parce que c'est une course qui est pas trop compliquée, puis il n'y a pas de piège normalement, donc on verra bien. Bah, comme Seb, j'espère que Tobias Johansen va performer, parce que c'est une épreuve qui peut aussi lui convenir. Il n'y a pas de chrono non plus, donc j'attends de le voir. J'aimerais bien voir Lucas Plapp, pas trop l'arbiner aussi, pour pouvoir le jauger. Ça peut être intéressant, tout comme Carlos Rodriguez. Donc on Mettez bien verra. Tirreno, hein. Et Ouais. Ayuso, ça serait
Intéressant de voir Ayuso, son niveau. Ayuso aussi, parce que là, ouais, comme tu le dis, Seb, il y a une vraie concurrence. Donc, on va pouvoir jauger toutes les jeunes pépites. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on va finir sur. Van Wilder aussi. Ouais. Van Wilder, par exemple. Ouais, Van Wilder, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de mecs à suivre. Ça va être intéressant ce tour de Catalogne. On verra si on fait une émission ou pas d'ailleurs dans la semaine. On verra comment ça se passe, qu'il y a aussi des courses World Tour en Belgique. Sur ces belles paroles, messieurs, parce que c'est bientôt place au foot. Donc si je veux être prêt à l'heure pour voir l'OM gagner, ce que j'espère, il va falloir que je m'active un petit peu. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao. Ciao tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.